Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer ce webinaire sur les installations d'infrastructures de recharge de véhicules électriques, qui va vous être présenté par Guillaume Privat, qui a réalisé l'étude dont vous avez le visuel actuellement en PowerPoint. Nous aurons ensuite un témoignage d'un copropriétaire qui est en cours de préparation de son projet. Vous aurez l'occasion de poser des questions dans l'onglet questions-réponses. Nous essaierons de répondre au maximum à vos questions, sachant que dans tous les cas, si vous avez des questions complémentaires, je vous mettrai dans le chat les éléments pour vous inscrire notamment sur la plateforme Coach CoPro et pour avoir un accompagnement personnalisé. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Juste avant, effectivement, vous allez pouvoir récupérer le PowerPoint. Je vais tout de suite vous mettre le lien vers le fichier pour vous permettre de récupérer le PowerPoint à la fin. Donc, simplement, vous rajoutez votre adresse mail sur ce lien. Ça nous permettra de vous l'envoyer dans les quelques jours qui suivent. Donc, je vous le mets dans le chat. Donc, Anne-Sophie, on voit bien en plein écran. On se voit bien. Oui, ça a l'air d'être bon. Si je mets le sommaire, c'est bon, c'est visible bon. aussi. Oui, c'est bon. Très bien. On démarre donc, j'imagine. Oui. Comme le disait Anne-Sophie, on aura plusieurs points à aborder pendant ce rendez-vous CoPro. Tout d'abord, une présentation de l'APC et des services Coach CoPro qui sont le cœur, on va dire, de l'activité auprès des copropriétaires aujourd'hui, et notamment sur la rénovation énergétique. 3 points sur l'étude que l'on a réalisée aujourd'hui pour évaluer le potentiel des copropriétés sur la question de la recharge. Avec cette étude, l'installation concrètement d'une IRVE en copro, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est et quelles sont les aides. Un petit point sur cette activité aujourd'hui. Et enfin, un retour d'expérience d'un copropriétaire dans le 20e arrondissement de Paris. L'APC, je te laisse la parole, Anne-Sophie. L'Agence parisienne du climat, c'est une agence qui a été créée en 2011 par la ville de Paris. C'est une association. Notre rôle, c'est d'accompagner la ville de Paris et les utilisateurs et les habitants de la ville pour la mise en œuvre du plan climat air-énergie. Nous travaillons sur de nombreuses thématiques, notamment sur le bâtiment, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, également la qualité de l'air, vous le verrez. Et nous avons plusieurs publics, notamment vous en tant que propriétaire sur Paris. C'est la diapo. Notre premier rôle, c'est déjà d'informer le grand public, puis les copropriétaires sur tous les moyens d'agir sur le climat, d'accélérer évidemment la transition écologique. Et derrière, on a un certain nombre d'études qui sont mises en place, notamment l'étude qui va vous être présentée aujourd'hui pour accompagner l'ensemble des politiques vers quelque chose de plus concret. L'un des outils principaux pour vous, notamment, surtout si vous souhaitez installer des bornes de recharge électrique dans votre copropriété ou si vous souhaitez faire des travaux de rénovation énergétique plus classiques, c'est l'inscription sur la plateforme Coach CoPro. Je vous mettrai le lien dans le chat également.
Vous pouvez également obtenir ce lien à partir de notre site internet. Donc, en fonction de votre arrondissement, vous serez accompagné par un ou une conseillère sur le territoire. Le coach copro permet d'avoir un certain nombre d'outils, d'avoir un accompagnement personnalisé et un espace qui vous permet entre copropriétaires de partager des documents de manière plus pertinente. Et bien sûr, vous les partagez avec nous également. Donc, d'autres outils à partir de cette plateforme. Donc, vous avez l'annuaire des professionnels. Donc, tu peux passer la diapo, Guillaume. Cet annuaire, donc, ça vous permet de trouver un professionnel pour chaque type de poste de travaux, que ce soit donc, les travaux, mais également tout ce qui est études, audit énergétique, DTG, pré-études avant travaux lourds. Ce sont tous des professionnels qui connaissent bien les travaux en copropriété et qui également ont une expérience prouvée en rénovation énergétique ou dans le cadre qui nous intéresse, en installation de bornes de recharge. Donc, dernier outil très intéressant, c'est la carte des copropriétés rénovées. Donc, cette carte vous permet de voir les projets qui sont soit en cours de travaux, soit finalisés sur Paris. Nous mettons à jour régulièrement cette carte pour offrir plus de projets. Vous avez la possibilité de sélectionner des projets qui correspondent à votre copropriété. Et comme ça, vous pouvez voir ce qui peut être fait, avec quelles entreprises. Donc, ça vous donne un panorama assez complet de ce qui peut être fait chez vous. Donc, avant de commencer la présentation de cette étude, je vous propose de répondre à un petit sondage. Voilà, c'est plus pour voir où vous en êtes dans votre réflexion. Et puis, Guillaume Privat va pouvoir se présenter et lancer la présentation. C'est bon pour toi, Guillaume? Oui. Oui, pardon. Du coup, j'attends pas la fin du sondage. J'imagine que... C'est en cours. Il y a 80% des personnes qui ont répondu. Ok. Sachant que notamment, donc, 70% ont des projets d'installation et la plupart sont en début de réflexion. Donc, discussion informelle, prise d'information. Et nous avons 20 personnes qui sont déjà en étude de faisabilité. Très bien. Je vais commencer à faire la présentation. Donc, hop là, pardon. Oui, pardon. Donc, la démarche de l'étude, pourquoi on a fait une étude sur ce sujet de la recharge en copropriété aujourd'hui à Paris. Tout d'abord, comme le disait Anne-Sophie, l'Agence parisienne du climat est une association qui s'intéresse, qui accompagne les particuliers, donc les Parisiens, sur le sujet de la rénovation énergétique. On sentait qu'il y avait un besoin qui émergeait sur la mobilité électrique et notamment la recharge, puisqu'aujourd'hui, les principaux utilisateurs de véhicules électriques rechargent leurs véhicules chez eux. Et aujourd'hui, la copropriété à Paris, enfin, en tout cas à Paris, la copropriété est la majorité de l'habitat dans la ville et dans le territoire. Donc, c'est une étude qui visait à répondre à la question suivante. Donc, quels sont les enjeux, les leviers pour permettre la recharge de véhicules électriques en copropriété à Paris, qui visait deux objectifs. Le premier, c'est vraiment de réaliser un état des lieux, donc avec de l'analyse de données territoriales. Donc, notamment, on a utilisé le registre national des copropriétés, donc qui est obligatoire pour les copropriétés d'être inscrites.
et un recueil de témoignages de copropriétaires, notamment via une enquête en ligne. Ça a été effectué l'année dernière. Et un deuxième objectif, c'est de mobiliser les copropriétés sur ce sujet. En révélant les freins que ce type de projet pourrait avoir, mais aussi déterminer les leviers et de proposer un parcours utilisateur. Tout ça dans le but d'accompagner, bien sûr, mais aussi de donner les premières étapes, notamment de conseils et d'informations et de sensibilisation. Donc, sur la partie état des lieux, quelques chiffres clés aujourd'hui à savoir qui sont, donc, tout d'abord, il y a environ 42 500 copros à Paris, exactement 42 472 qui ont été identifiés, et on en a plus de 8 000 qui ont au moins un lot de stationnement. Ces copropriétés donc, sont quand même, qui ont du stationnement sont majoritairement construites après 49, donc c'est-à-dire qu'elles sont majoritairement modernes, assez contemporaines, disons, avec une moyenne de stationnement, de places de stationnement de 39. Donc, c'est des copropriétés avec un potentiel déjà de stationnement assez conséquent. Et donc 77% des places de stationnement du résidentiel à Paris, donc tout habitat confondu, se trouvent en copropriété, et ça représente un total de plus de 306 000 places. Et donc, à partir de ce parc de copropriété, l'idée, c'était de faire un repérage des copropriétés les plus à même à s'équiper en installation en IRVE, donc, pour recharger des véhicules électriques. À partir de là, on a établi 2 hypothèses. La première sur la base de la copropriété, donc du bâtiment en lui-même. Donc, plus la copro est récente, construite récemment, et le nombre de stationnements est élevé. Donc, c'est un sujet qui va être, on va dire, avoir une faisabilité plus acceptable, et un sujet qui va apparaître en copro. Donc, plus la copropriété est susceptible d'installer une IRVE, donc pour subvenir aux besoins de recharge des copropriétaires, des résidents plus généralement des copros. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, qui est, on va dire, une hypothèse plus socio-économique au niveau géographique. Donc, plus les ménages ont des revenus disponibles élevés et utilisent leur voiture pour aller travailler, donc plus ces copropriétés-là vont avoir un sujet de d'IRVE qui va arriver chez eux, puisque concrètement, on aura peut-être un basculement vers la mobilité électrique dans ces endroits-là. Ces 2 hypothèses donc, ont été formulées pour effectuer ce repérage, et ce repérage nous permet à nous d'identifier quelles seraient les copropriétés les plus à même d'installer aujourd'hui une IRVE, donc une infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Pourquoi ce repérage? C'est surtout pour nous, pour déjà de répondre à une demande qui est en train d'émerger, mais aussi permettre l'ouverture de points de recharge de plus en plus dans les copropriétés, et donc de répondre aux besoins potentiels de mobilité électrique. Vous le voyez sur cette carte, donc on a établi 3 potentiels, donc un potentiel fort, un potentiel intermédiaire et un potentiel faible. La carte montre le potentiel fort d'équipements en copro. Donc, c'est les copropriétés qui seraient aujourd'hui, on va dire, les plus susceptibles d'installer des points de recharge pour véhicules électriques. Et c'est les copropriétés dont on souhaite qu'ils installent une infrastructure électrique dédiée pour avoir des installations bien gérées et optimales pour les copropriétés. Ce potentiel fort correspond à environ 1600 copropriétés, donc 1592 exactement, et c'est un total de 145 000 places de stationnement, ce qui est environ, qui est presque la moitié des stationnements en copropriété.
Et ces 1592 copropriétés représentent à elles seules 4% du parc de copropriétés au total. Donc, même les copropriétés qui n'ont pas, parmi les copropriétés qui n'ont pas de stationnement. Donc, elles concentrent la moitié des stationnements en résidentiel privé. Donc, c'est vraiment un enjeu pour nous d'identifier d'une part ces copropriétés-là, mais aussi d'accompagner ces copropriétés, donc toutes confondues, hein, peu importe leur potentiel. Pour nous, c'est vraiment pour essayer de... Ce potentiel est là pour identifier et donc solliciter ces copropriétés et donc améliorer l'accès à la recharge en copro. Mais bien sûr, on accompagne et on sensibilise l'ensemble des copropriétés à Paris, surtout les sujets qui, donc notamment la rénovation énergétique, bien sûr, mais surtout le sujet de la mobilité électrique. Donc, plus spécifiquement, les IRVE en copropriété. Mais de quoi parle-t-on? Donc, l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, c'est vraiment l'ensemble de l'infrastructure qui est disponible pour recharger un véhicule électrique. Donc, on parle dans l'infrastructure, dans l'IRVE, la borne, c'est l'ensemble de l'infrastructure électrique qui va alimenter les bornes, le tableau général qui va donc, être connecté à cette infrastructure. Donc, c'est vraiment l'ensemble des équipements qui est présent pour recharger le véhicule. Donc, il faut bien faire à partir de là une distinction entre la bande de recharge électrique, qui est un équipement individuel qui appartient au propriétaire du véhicule électrique, qu'il soit d'ailleurs locataire ou copropriétaire. Hein. Donc, ça, c'est vraiment un équipement individuel, tel qu'un autre équipement électrique. Et l'infrastructure collective qui va alimenter ces bornes. Et l'ensemble va être appelé IRVE. Plusieurs raccordements en fait, sont possibles pour installer des bornes de recharge dans les parkings de copropriété. Donc, il y en a 3 au total. Donc, quand je parle de raccordement, c'est vraiment la façon de raccorder la bande de recharge, à quel dispositif elle est connectée. Donc, le premier raccordement possible, c'est vraiment une création d'une nouvelle colonne électrique. Donc, c'est en soi l'extension du réseau public. Donc, à l'image de la colonne montante qui va irriguer l'ensemble des appartements, cette colonne dite horizontale va alimenter les bandes de recharge. Et la particularité de cette infrastructure, c'est donc une gestion et une propriété de Enedis, le gestionnaire du réseau distribution. Et à chaque place, il y aura création, si c'est le raccordement choisi, il y aura création d'un point de livraison à chaque stationnement. Et donc, la bande de recharge de l'utilisateur pourra se connecter au point de livraison. Ce qui revient à dire que chaque utilisateur pourra souscrire à son contrat s'il le souhaite et installer une borne s'il le souhaite, donc directement sur le point de livraison qui sera dédié à son stationnement. Donc, c'est vraiment, on va dire, une logique avec une infrastructure collective qui sera après rétrocédée à Enedis. Et donc, après, une gestion totalement individuelle de la recharge et donc de son stationnement. Sur un ordre de coût, un ordre de grandeur du coût que cela peut représenter. Donc là, c'est les aides comprises. Hein. Je reviendrai sur les aides dans quelques minutes. Mais là, c'est environ 150 à 200 euros par place pour la création de cette infrastructure. Et après, l'achat de la borne est individuel et avec les aides financières, selon la borne, on est entre 600 et 1000 euros par borne de recharge, selon la puissance, bien sûr, allouée. Et sans compter, bien sûr, aussi l'ouverture du compte qu'il faudra prendre en compte si cette solution est choisie.
Un deuxième scénario de raccordement, c'est de créer une infrastructure électrique qui va irriguer les bornes, qui sera directement branchée sur la colonne existante de la copropriété et qui sera branchée sur le compteur des services généraux. Donc, il y a deux nuances. Soit c'est directement branché avec des compteurs, on va dire, individuels par rapport aux bornes. Ça sera directement branché sur le point de livraison des services généraux. Soit il y aura un point de livraison, enfin, on va dire un compteur divisionnaire qui va permettre de compter, on va dire, l'ensemble de l'électricité consommée sur chaque borne. Donc ça, c'est deux solutions techniques, mais qui sont similaires puisque ça se raccorde sur la colonne existante. Et là, en termes de gestion, c'est le syndic qui refacture, puisque c'est sur le contrat des services généraux de la copropriété. Et selon, en fait, ça dépend surtout de l'infrastructure choisie, donc des bandes de recharge choisies, puisque la gestion se fait soit par une entreprise qui va installer les bornes, donc qui va être l'opérateur qui va gérer l'infrastructure, soit par les copropriétaires, mais c'est quand même relativement rare. Donc, c'est une gestion, on va dire, par un abonnement et un forfait contractuel pour la facturation de la recharge. Ensuite, ça sera par le syndic. Et il y a une dernière solution de raccordement, c'est la création d'un nouveau point de livraison qui sera uniquement dédié à la recharge électrique, donc au parking. Là, à partir de ce nouveau point de livraison, même principe que dans la deuxième solution, sauf qu'en général, aujourd'hui sur le marché, c'est les entreprises, donc le syndic ne sera pas impliqué. C'est des entreprises qui vont installer l'infrastructure, qui vont en général gérer l'infrastructure. Certaines en font l'investissement principal et après facture au forfait la recharge et la gestion. D'autres vont uniquement faire la gestion et la copropriété est propriétaire de l'infrastructure électrique. En termes d'ordre de grandeur, c'est pareil que la première infrastructure. Cela coûte environ entre 150 et 200 euros par lot de stationnement, donc par place. C'est bien entendu avec les aides financières qui existent aujourd'hui. Donc, en parlant d'aides financières, comme je disais au début, il faut bien distinguer les deux équipements entre l'infrastructure électrique qui va alimenter les bornes de recharge et la borne de recharge. Sur l'infrastructure électrique, il y a deux aides principales aujourd'hui qui sont donc la première qui vient du programme Advenir, qui est donné aux 3000 premières copropriétés, qui est en place depuis l'année dernière, donc qui donne 50% du coût de l'infrastructure hors taxe, donc avec un plafond de 4 000 euros lorsque le parking est jusqu'à 50 places, et ce plafond est augmenté de 75 euros par place s'il y a plus de 50 places. Et c'est jusqu'à un plafond de 15 000 euros maximum. Et il y a une aide aujourd'hui donc, de la ville de Paris qui subventionne le même type d'infrastructure sur les trois types de raccordements, bien sûr, disponibles. Je n'ai pas fait la précision, mais ça marche pour les trois types de raccordements. Et c'est aussi donc, 50% du montant avec un plafond de 4 000 euros. Ces deux aides sont cumulables à hauteur de 80%. Donc, c'est-à-dire que si ces deux aides vous permettent d'atteindre un peu plus de 80%, vous pourrez faire uniquement 80% du montant total. Sur le premier raccordement, je n'ai pas fait la précision, mais comme c'est la création d'une colonne électrique, Enedis prend en charge 40% de l'infrastructure. Donc, il y a un taux de réfaction, c'est le nom de cette aide financière finalement. Donc, Enedis prend en charge 40% du montant total. Sur le programme, enfin sur l'installation de bornes de recharge électrique
Donc vraiment l'équipement borne de recharge. Vous avez 2 aides, donc aussi le programme Advenir qui est de 50% pour un plafond de 960 € et le crédit d'impôt, donc avec l'année dernière, c'était 300 € forfaitaire. Là, c'est une petite nuance, c'est 300 € donc à hauteur de 75% du prix de l'équipement, frais de pose inclus, ce qui revient en gros aussi à 300 €. Donc, voilà, là, c'est sur vraiment l'équipement IRVE et les aides financières disponibles. Ensuite, c'est comment faire pour installer une IRVE. Et donc, nous, APC, pour cette étude, on s'est planché sur le sujet puisque l'IRVE émerge comme sujet en copro. Et donc, on a diffusé une enquête dont on a reçu 520 réponses pour récolter les besoins, mais aussi essayer de déterminer les freins et les leviers d'installation d'IRV en copro. Cette enquête a permis pour nous de nous rendre compte qu'il y avait essentiellement aujourd'hui des démarches individuelles qui, pour certains, en fait, déboucher à des démarches collectives d'installation d'infrastructures donc plus globales pour la recharge en copropriété. Mais aussi, donc on a remarqué un déficit d'information sur ce sujet-là, donc de l'information technique, mais aussi sur les aides financières existantes, comment les mettre en place, comment les mettre en œuvre et par quoi débuter. Donc, et ce qui entraînait aussi une certaine inertie dans les copropriétés due à ce déficit d'information et plus globalement une inertie des copropriétés sur ce sujet puisque ce n'était pas encore un sujet qui arrivait en copropriété. Donc, les copropriétaires ou les occupants ne souhaitaient pas encore prendre de décision. Mais en revanche, on a remarqué dans cette enquête un vif intérêt sur le sujet de la mobilité électrique. Donc, vraiment les grands enjeux que l'on a déterminés, c'est d'une part d'informer les particuliers de façon neutre et indépendante à ce sujet, donc autant sur des premiers principes techniques, sur les professionnels qui existent, qui sont disponibles pour installer des bandes de recharge et informer sur les aides financières. Et un besoin d'anticipation aussi, donc c'est vraiment un enjeu d'anticiper ce besoin-là dans les copropriétés, puisque cela permettra aux copropriétés de ne pas se lancer dans la précipitation lorsqu'il y a une demande de droit à la prise. Donc, je ne l'ai pas évoqué, mais le droit à la prise, c'est tout occupant en copropriété a le droit d'installer une borne de recharge, sauf motif légitime et sérieux. Donc, pour vraiment adapter et corréler le besoin aux copropriétés, donc il faut anticiper ce besoin-là en copropriété. Donc, pour ce faire, on a fait, on va dire, le parcours utilisateur, entre guillemets, pour privilégier cette démarche collective. Mais comme tous travaux, finalement, en copropriété, c'est une discussion entre les résidents et le syndic. Et à partir de là, donc, on a établi le parcours idéal, entre guillemets, avec une première étape de mobilisation de la copropriété et de mobilisation d'un bureau d'études pour réaliser une étude préalable qui permettra de faire un choix sur déjà la solution de raccordement la plus adaptée à la copropriété, à l'immeuble, et donc en termes techniques, mais aussi en termes de gestion de l'infrastructure et de la recharge. Et à partir de là, voter l'équipement qui sera le plus adapté, donc après une consultation des entreprises qui permettent d'installer l'équipement en copropriété. Donc, ça peut paraître simple, mais effectivement, dans l'idéal, le mieux, c'est d'avoir une étude neutre qui permette aux copropriétés
de s'engager dans un dispositif le plus adapté. Et concrètement, aujourd'hui, ce besoin-là, en fait, se fait savoir puisque il y a certains freins à l'installation d'IRVE dus aux démarches individuelles, puisque les copropriétés ne s'engagent pas en fait, dans des travaux d'installation collective. Et lorsque les copropriétaires qui achètent un véhicule électrique et font leur demande de droit à la prise, il y a quand même des réticences déjà des copropriétés à anticiper le besoin au niveau collectif. Et ça peut entraîner certains écueils, alors, au niveau technique, mais aussi de gestion de l'infrastructure, qui sera mis en place par un seul copropriétaire. Donc, c'est vraiment un besoin à prendre en compte pour l'ensemble de la copropriété. Donc, une dernière partie pour un peu dire l'état de où est-ce qu'on en est, nous, Agence parisienne du climat, sur ce sujet. Donc, aujourd'hui, on a établi un plan d'action qui vise à solliciter 4 cibles, donc les copropriétaires, les locataires, les syndics et les professionnels de la mobilité électrique, pour donc solliciter l'ensemble de ces cibles, les sensibiliser au sujet, donc pour les copropriétaires, de la mobilité électrique et de la recharge. Pour les professionnels, c'est de s'intéresser au parcours utilisateur de la copropriété et plus généralement au fonctionnement de la copropriété. Donc, associer, c'est vraiment ces deux mondes. Et ensuite, aller vers des étapes de conseil pour donner les premières informations utiles aux copropriétés notamment, et accompagner l'ensemble vers des solutions efficaces. Un exemple de ce que l'on peut mettre à disposition et aujourd'hui ce qui est disponible sur le site de l'APC, c'est la plaquette de sensibilisation, donc, qui reprend donc le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, quelques arguments et établit aussi les aides financières disponibles. Et plus globalement, en fait, aujourd'hui, Coach CoPro est l'outil et le socle pour accompagner les copropriétés à Paris sur ce sujet-là de la mobilité électrique et de la recharge plus spécifiquement. Donc, on va dire qu'on transpose nos outils qui existent déjà pour la rénovation énergétique donc au sujet de la mobilité électrique, et donc pour donner les clés et les informations les plus pratiques et utiles aux copropriétaires pour qu'ils se lancent dans ce type de projet. Voilà, donc je pense qu'on peut laisser maintenant la parole aux copropriétaires. Alors, il avait un petit souci de disponibilité, donc normalement, il devrait être présent. Mais s'il ne l'est pas, on peut commencer déjà à répondre à des questions et ensuite passer au témoignage et terminer par les questions. Hop. Alors, quelques instants. Anne-Sophie, est-ce que M. Bourissou est présent? Alors, je ne le vois pas. Après, c'est la première fois que nous avons 100 personnes en spectateur. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il ne peut pas entrer. Euh, je suis en train de voir d'un point de vue technique comment on peut faire. D'accord. Euh, Sinon, tu peux peut-être commencer à répondre aux premières questions si tu les vois. Et pendant ce temps-là, je vais trouver une solution. Très bien. Alors, il y a 38 questions. Effectivement, c'est déjà merci. Alors, première question. Peut-on envisager d'installer des bandes de recharge sur un parking privé au pied des lampadaires?
J'imagine que donc c'est un parking en surface dans une copro. Donc oui, donc déjà, d'une part, oui, on peut installer des bandes de recharge à l'extérieur en copro. Alors, il y a aussi des aides, je ne les ai pas explicitées, mais il y a des aides lorsqu'il y a donc, du programme à devenir, des aides complémentaires sur des travaux de VRD. On pourra vous les transmettre par mail en complément, mais elles sont aussi disponibles sur le programme à devenir. Sur la question des lampadaires, effectivement, c'est une solution qui a été mise en œuvre dans certaines villes. Alors à Paris, je ne sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, il faut étudier la question et je ne suis pas un expert sur ce sujet, mais c'est peut-être possible, sous condition, j'imagine, de renforcement électrique. Avez-vous une projection des taux d'équipement des places de parking en copropriété à Paris à court et moyen et long terme? Alors, non, on a surtout des chiffres liés au parc automobile qui existe aujourd'hui, que l'on peut mettre en comparaison face au, au sujet aux restrictions qui vont être mises en place dans les années qui vont arriver. Donc, pour rappel, il y a une zone de faible émission, de faible émission pardon, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, qui va, dès l'année prochaine, restreindre l'accès à certains véhicules polluants, donc les plus polluants, et après, ça sera progressif. Donc, notamment en 2024, il n'y aura plus de diesel normalement qui circuleront. Et en 2030, ça concernera la plupart des véhicules thermiques. Donc, on n'a pas vraiment de projection, mais enfin, ça arrivera j'imagine, dans les années qui suivront. Donc une question sur l'hypothèse, plus la copro est récente me paraît curieuse. Alors effectivement, je n'ai pas fait la précision, mais c'est surtout sur des questions de normes techniques sur les parkings. Donc c'est une hypothèse. Après, effectivement, elle peut être débattue. Donc les copropriétés des années des 30 glorieuses, donc des années 50 jusqu'à 70, ont des normes qui ont été totalement, enfin qui ont, on va dire, il n'y avait pas vraiment de normes sur le stationnement, et donc la faisabilité technique a un peu plus, on va dire, amoindri, donc c'est un peu plus difficile d'installer des équipements électriques de ce type-là. Mais en fait, donc, ce qui augmente un surcoût, ce n'est pas impossible, c'est juste que ça augmente le coût. Et donc, le sujet, par extension, dans la copropriété, vu que c'est un... Donc ça pourrait faire plus de débats et donc plus de difficultés dans la copropriété de prendre une décision. Ah oui, alors il y a eu apparemment un titre où il y avait chauffage au fioul. Je pense que c'est une erreur de ma part. Alors, Enedis demande de payer la copropriété. Alors, Enedis demande à la copropriété de payer l'installation de la colonne horizontale. Il s'agit de 10 000 € pour un box. Qu'en pensez-vous? Alors, je pense qu'on pourra voir ensemble via Coach CoPro. Donc, Monsieur Chaussade, il me semble que vous êtes inscrit, mais il faut aller dans le détail pour voir un peu plus. Alors, explication de la rétrocession à Enedis. Donc en fait, lorsque vous créez une nouvelle colonne, aujourd'hui, toutes les nouvelles colonnes électriques appartiendront à Enedis, donc enfin au gestionnaire de réseau de distribution. Ce qui fait que
la copropriété paye l'infrastructure, il y a un taux de réfaction de 40%. Donc, elle paye 60% de l'infrastructure et Enedis ensuite fait la gestion de toute la colonne jusqu'au point de livraison. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui maintenant pour les colonnes aussi montantes dans les copropriétés, excepté si la copropriété a refusé la rétrocession à Enedis. Donc, c'était la loi Elan de 2018. Sur la question, donc une question sur le scénario 2. Est-ce que le syndic peut-il refacturer l'électricité si on passe par un opérateur? Ça, après, c'est une convention qui... En fait, s'il y a un opérateur de solution de recharge, donc une entreprise qui va donner une prestation pour gérer l'infrastructure et la recharge. Donc, il y a une convention qui est passée entre la copropriété, donc via le syndic, et l'opérateur. Donc, je dirais oui, mais je pense qu'il faut regarder dans le détail en fonction de l'opérateur et de ce qui est proposé. Donc, mais normalement, généralement, quand ça passe par les services généraux, c'est le syndic qui s'en charge. Et qui, sur les schémas 2, peut-il refacturer? Alors, effectivement, le syndic ne peut pas refacturer de l'électricité. Ça va être, c'est une répartition dans les charges. Donc, là, sur ce point-là, je pense ça dépend aussi de l'infrastructure qui est installée et de la gestion des bornes. Mais on pourrait en reparler plus concrètement. Sur le schéma 3, il y a donc un nouveau point de livraison qui est créé, donc avec un contrat qui est soit à la copropriété, donc là, en l'occurrence, c'est le syndic, soit à l'opérateur, et là, c'est l'opérateur qui va gérer les conditions de facturation. Alors, peut-on, un accord avec les copropriétaires, faire voter un coût forfaitaire de facturation de l'électricité aux utilisateurs selon le même principe que l'abonnement public aux bornes Autolib? C'est une bonne question. Ça rejoint en fait les questions précédentes sur les questions, enfin sur le raccordement. Donc, qui gère l'abonnement qui va, enfin, l'abonnement du point où il y a le point de livraison qui va recenser les consommations électriques. C'est une question assez pointue d'ordre juridique. J'ai pas eu le cas, enfin, on n'a pas eu le cas encore sur cette question-là. Ça vaut le coup d'œil donc on pourrait aussi en faire, enfin, creuser le sujet et en faire une réponse plus tard. Est-ce que les deux aides ont les mêmes conditions d'éligibilité? Les deux aides, j'imagine que c'est sur les aides sur l'infrastructure collective. Advenir un cahier des charges assez précis pour obtenir les 50%. La ville de Paris, c'est un peu moins, on va dire, pointu, sauf que vaut mieux se caler sur le cahier des charges à devenir. Et d'abord, les aides de la ville de Paris sont éligibles sur les conditions. Si ça correspond à devenir, la subvention de la ville de Paris est éligible. Alors, une
précision sur les scénarios 1 et 3. Alors, le scénario 1, c'est vraiment un point de livraison à chaque stationnement. Donc, concrètement, c'est un Linky à chaque stationnement, pour faire très simple. Et le scénario 3, c'est vraiment donc, un Linky pour l'ensemble du parking. Et après, il va y avoir une gestion de la consommation donc, via des équipements, donc, notamment des tableaux électriques. Et selon l'installation proposée, il y a on va dire une optimisation sur le scénario 3 de la recharge, puisque tout le monde va être connecté au même point de livraison. Donc, c'est plus une différence de gestion in fine de la consommation électrique. Alors, comment peut-on savoir si l'installation d'une colonne, donc scénario 1, est nécessaire? Justement, alors je pense que c'est arrivé au moment où je ne parlais pas d'études préalables, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une étude comparative entre les trois scénarios, puisque c'est trois gestions différentes et c'est trois installations, on va dire, différentes aussi. Donc, c'est au choix de la copropriété. Après, il y aura peut-être des conditions techniques, notamment sur le scénario 2, puisque le scénario 2 va... c'est sous condition que la colonne existante est suffisamment bien dimensionnée. Mais donc, voilà, c'est vraiment déjà au choix de la copropriété et donc au choix et sur des conditions techniques. Si on choisit la solution 1 avec 40% de réfaction d'Enedis, a-t-on droit à 50% de subvention sur les 60%? C'est 50% de l'ensemble, du coût total, donc de 100% de l'infrastructure. Donc, voilà, après, c'est dans la limite des plafonds, bien entendu. Donc, normalement, il me semble, donc peut-être que, mais à vérifier, mais normalement, on est sur le montant total de l'infrastructure. Alors, pardon, j'ai eu une réponse du copropriétaire qui doit intervenir, qui me disait qu'il serait encore en retard, donc on est déjà désolé. Il devrait arriver d'ici 5 minutes. Donc, Anne-Sophie, si tu le vois, n'hésite pas à m'interrompre. C'est pratique, on a beaucoup de questions, donc effectivement, lorsqu'on passe par un opérateur qui réalise les raccordements, celui-ci touche-t-il les aides publiques? Si oui, est-il tenu de les partager avec les copropriétés qui souscrivent à son offre? Alors, lorsque c'est l'opérateur, parce qu'effectivement, il y a certains opérateurs qui fournissent directement, qui vont investir dans l'infrastructure. Lorsque c'est l'opérateur qui fait ce premier investissement, il ne touche pas les aides publiques et il ne les remet pas dans son offre. Donc, il en fait l'investissement lui-même. Par contre, lorsqu'il peut pré-subventionner l'équipement borne de recharge, puisque c'est un équipement individuel, et c'est via Advenir qui a un programme C2E. Donc là, en l'occurrence, il peut déduire, s'il fournit une borne dans son offre, il peut déduire la subvention Advenir sur l'équipement borne de recharge aux utilisateurs. Alors, quelle est la meilleure solution technique pour pouvoir rajouter progressivement des copropriétaires qui voudraient installer une borne dans leur box après installation initiale sur la copropriété? Donc, après, c'est
C'est une bonne question. Il n'y a pas vraiment de solution idéale. Je le répète, c'est vraiment derrière une solution, enfin une gestion de la copropriété ou des copropriétaires dont il faut débattre. Par contre, si vous souhaitez que plus tard, il y ait certains copropriétaires qui souhaitent installer une borne de recharge sur l'infrastructure existante, enfin, qui serait mise en place, il faudrait prévoir, on va dire, la puissance. Donc, en fait, il faudrait dimensionner suffisamment bien pour qu'il y ait des raccordements ensuite. J'en ai pas parlé, mais ça soulève la question donc, de la puissance de la borne. Donc, il y a plusieurs puissances de bornes de recharge qui vont permettre une recharge plus ou moins rapide de la voiture. Et donc, mais comme généralement, la recharge se fait dans l'habitat, se fait la nuit, une borne de recharge, on va dire standard, qui est de 7 kVA en général. Donc, ça va de 3 kVA à 7 kVA. Pour les recharges standards, ben c'est largement suffisant puisque en 8 heures, il peut y avoir une recharge totale d'une voiture du type Zoé. Donc, ce qui correspond aux besoins aujourd'hui des copropriétaires. Mais pour répondre donc, à la question, encore une fois, c'est vraiment une histoire de dimensionnement et donc de choix initial pour permettre des raccordements par la suite. Est-il indispensable de passer par un bureau d'études? Le conseil syndical ne peut-il pas s'en charger? Oui, le conseil syndical peut se charger on va dire de choisir, mais je le répète, c'est aussi, on va dire, un parcours idéal, enfin idéal, on va dire, ou le plus complet possible, puisque il y a certains immeubles où les parkings sont, on va dire, ont une certaine complexité, ou un état initial des colonnes, de l'électricité un peu plus complexe. Ça dépend des besoins, en fait. Ça dépend du besoin d'accompagnement et ça dépend du besoin technique qu'il y aura derrière. Mais il y a quand même des copropriétés qui se lancent dans le sujet sans études initiales, enfin préalables dès le début. Suite, ce qui laisserait un coup de... Ah, c'est encore une histoire sur une question sur le subventionnement des aides. Alors ça, c'est une question à creuser. Donc, s'il reste 60% par rapport donc s'il y a le taux de réfaction, s'il reste 60% ou 100%, enfin sur la subvention concerne les 60% et les 100%, il faut plus d'éléments. Je pourrais effectivement en faire répondre plus tard par retour par mail. Après, pour toutes les questions précises sur les aides financières ou sur votre projet dans votre copropriété, je vous ai mis le lien vers la plateforme Coach CoPro, qui est donc notre service gratuit pour avoir des conseils vraiment personnalisés. Ce sera plus simple que là vous répondre. Aujourd'hui, ce sont plutôt des questions générales, sachant que nous avons encore plus de 60 questions, donc on aura du mal à répondre à tout le monde aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors, malheureusement, on est désolé donc, pour le retard, mais donc effectivement, on a des questions. Est-ce que l'étude peut être réalisée également par le CS en demandant des solutions techniques différentes à différentes entreprises? Donc, comme je disais, oui, le CS peut déjà demander plusieurs offres à des prestataires pour faire la comparaison.
Une étude neutre réalisée avec un syndic, c'est assez difficile car beaucoup d'entre eux sont incités par des politiques commerciales d'opérateurs et la copropriété cible n'a pas les informations sur les commissions que touchera le syndic pour promouvoir l'opérateur. Y a-t-il des opérateurs indépendants qui peuvent réaliser cette étude? Et si oui, des aides publiques sont-elles possibles pour soutenir cette étude? Donc, il y a des opérateurs, enfin, il y a des bureaux d'études indépendants. Aujourd'hui, comme c'est un sujet qui émerge et dont nous, on a encore, on est en prise de contact auprès des professionnels, on a quelques adresses. Certainement, il en existe d'autres, mais l'idée, c'est que vous puissiez donc que vous vous inscriviez sur Coach CoPro et qu'on puisse débuter l'accompagnement à ce sujet. Et là, on pourra vous transmettre plusieurs adresses de professionnels qui font ce type d'études préalables. Et il n'existe pas d'aide financière sur ces audits, on va dire, électriques. Dans les scénarios 1 et 2, la nouvelle colonne appartient d'office à Enedis. Non, c'est uniquement le scénario 1, donc l'extension, donc avec un point de livraison à chaque stationnement. Le scénario 2, donc c'était vraiment un branchement sur les services généraux, donc de la copropriété. Donc quoi qu'il arrive, ça appartiendra à la copropriété. Merci de développer le sujet du droit à la prise. Alors, effectivement, j'en ai pas beaucoup parlé. Le droit à la prise, c'est donc tout occupant, locataire ou propriétaire, à ce droit-là pour donc, installer une bande de recharge. La copropriété ne peut pas s'y opposer sauf motif légitime et sérieux, donc sur un motif technique, donc impossibilité de le faire. Ou alors il y a un projet d'installation collective, enfin d'infrastructure collective qui permettra ensuite à ce résident d'installer une bande de recharge. Donc si tout va bien, s'il n'y a pas d'opposition, le copropriétaire ou le locataire peut installer une bande de recharge en donnant en fait la solution de raccordement qui va mettre en œuvre et à ses frais. Donc ça sera aux frais de ce résident en copropriété qui va faire l'installation. Plus concrètement, je vous invite à lire l'étude qui a été réalisée, que l'on a réalisée à ce sujet, donc sur le sujet de l'IRVE, où on détaille un peu plus les procédures du droit à la prise. Sinon, il y a Advenir, le programme Advenir et l'AVER qui détaillent le sujet de droit à la prise. Je vois l'arrivée de Monsieur Bourissou. Bonjour. Désolé de ce retard. Je termine juste une réunion. Bonjour à tout le monde. Pas de souci. En tout cas, merci d'être présent. Donc, je vais vous donner la parole pour votre retour d'expérience. Oui. Je précise donc à tout le monde que c'est un projet sur le scénario, enfin du type scénario 1, donc c'est-à-dire la création d'une nouvelle colonne, donc une colonne horizontale. Et je laisse la parole à Monsieur Bourissou qui. Oui, j'arrive de suite. Je sors juste la présentation. Excusez-moi. J'arrive. Oui. Combien voulez-vous? Je m'adapte en fonction des réponses aux questions, mais je pense que vous avez répondu à la plupart. Vous pouvez prendre 10 minutes et puis après, Ça marche. on va prendre en priorité les questions liées peut-être à votre retour d'expérience. De toute façon, on a 50 questions encore, donc on ne pourra pas répondre à toutes, donc il n'y a pas de souci. Je précise qu'on arrêtera à 16h30 le webinaire, sinon ça devient quand même très lourd pour tout le monde et qu'il est toujours possible de s'inscrire sur la plateforme Coach CoPro.
Je vous laisse la parole, Monsieur Alors, Bourrisso. il faut parce que je crois que c'est vous qui partagez l'expérience, l'écran, il faut que vous me laissiez la main dessus. C'est bon, là, normalement. Attendez, je vérifie. Alors, excusez-moi. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, ah, ça y est, bon, ça arrive. OK. Voilà, confirmez-moi si vous le Oui, c'est bon. voyez. Parfait, OK. Bon, je vais être très bref. Donc, rapidement, le contexte pour vous décrire notre résidence et la réflexion qu'on a eue. Donc, on est une résidence des début des années 70, une grosse résidence à Paris dans le 20e. On a 226 lots de parking sur 2 niveaux. Vous avez là le plan d'un des niveaux. Vous imaginez que vous en avez 2 superposés l'un sur l'autre. Élément de contexte supplémentaire, on a dans un de nos sous-sols une part de local dans lequel il y a un transformateur Enedis qui alimente non seulement la copro, mais d'autres bâtiments à côté, mais avec un espace suffisant. J'y reviendrai tout à l'heure. La réflexion sur le besoin sur des équipements en borne de recharge électrique, les premières envies ou velléités ont commencé il y a 3 ans. Un premier box qui a été équipé, un médecin urgentiste qui tourne toute la journée dans sa voiture et qui a équipé son box et ses voitures. On a depuis 2-3 ans certains des opérateurs qui se sont autosaisis, ont eux-mêmes fait en sorte que des propositions soient soumises à nos AG. Et sur celle de l'an dernier, comme on commençait à avoir des copropriétaires qui faisaient la demande, on a pris l'engagement au sein du conseil syndical dont je fais partie, on est assez impliqué, de mener une étude qu'on allait leur présenter, circonstanciée, avec une préconisation qu'on allait leur présenter, ce qui était fait en fin d'année dernière. Un des enjeux, vu la taille de la résidence, c'était de la capacité à être en mesure, on n'a pas d'idée de combien sur les 226 voudront effectivement s'équiper, mais qu'on soit en mesure, si tout le monde le voulait un jour, de répondre à la puissance et à la volonté d'équipement qui était nécessaire. Donc c'est pour ça qu'une approche erratique au cas par cas n'était pas possible. Juste en l'enchaînement des choses, je ne vais pas redétailler, mais c'est juste pour vous donner un peu des feedbacks sur le temps que ça a pris. Donc, en fait, dans le contexte Covid et en fonction de la date qu'on attendait de confirmation, la capacité de confirmation de pouvoir tenir notre AG, donc qui a eu lieu fin décembre, j'ai initié les contacts avec ce que l'on trouve sur les principaux opérateurs fin août. Dans ce cadre, on avait déjà eu l'occasion d'échanger avec l'Agence parisienne du climat sur notre projet de rénovation, notamment thermique de la résidence. Ça fait partie des interlocuteurs que j'ai saisis. J'ai eu la chance d'être mis en relation avec M. Privat. Donc, à la fois, ça a permis, par rapport à la première consultation qui a été lancée, de bien être sensibilisé aux points auxquels il était utile de faire attention. Autre point très intéressant, et je vous remercie encore, c'était le retour d'expérience ou l'échange qui m'a permis d'avoir avec une autre copro, qui a permis de valider ou de confirmer ou avoir des avis complémentaires, des retours d'expérience complémentaires, y compris de certains opérateurs. On en a eu d'autres copros via notre syndic qui gère pas mal d'autres résidences et qui nous a envoyé en tout cas les dossiers qui avaient été soumis avec leur accord, bien sûr, par d'autres copros. Voilà. Donc ensuite on a eu donc un retour. Alors suite à la première consultation initiée donc fin août et à l'échange qu'on a avec M. Privat pour bien être au clair sur tous les acteurs qui étaient susceptibles de nous apporter une réponse et des éléments de réponse dans notre projet. J'ai consulté tous les acteurs qui sont référencés, soit sur le site de l'AVER ou sur le site Je roule en électrique, que M. Privat m'avait donné comme autre référence. Ceux qui ont répondu, donc c'est Enedis, DebMyPlug, EasyVia, EDF, Engie, Zplug, Watt et Mobily Green. Et donc c'est sur la base de ces retours qu'on a fait notre analyse et sur lequel je vais revenir un peu en détail. Donc c'est bien entendu pas les seuls, il y en a quelques-uns qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas ou que c'était pas mûr, et certains qui, même s'ils ont répondu, ont finalement pas été en mesure d'aller au bout. Tous ne sont pas mûrs ou sont pas aujourd'hui en mesure de répondre à un besoin tel que celui qu'on avait.
Je pense que ça je vais le passer, mais parce que je comprends, c'est normal que vous l'ayez parti, bien sûr, et notamment avec l'échange avec le privé, on s'est bien sûr renseigné sur les différentes structures, approches qui étaient possibles. Celle-ci, juste pour dans notre cas, on l'a clairement écartée dès le début, donc même pas proposé dans notre consultation, à la fois, comme je le disais, qu'on ait une très grosse résidence, être en mesure d'assurer que la capacité de l'installation permettrait de répondre à, si on doit aller jusqu'à 100% d'utilisateurs dans nos lots, et puis il y a une sensibilité à bien protéger, à pas mettre en péril nos colonnes montantes actuelles. Donc ça, en fait, dès l'an dernier, il y a eu certes liberté donnée au conseil syndical de mener la consultation, mais pas sur cette voie. Donc on l'a écarté de suite. Alors attendez. Donc sur le deuxième type de solution, donc j'imagine que vous les avez détaillés, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc ça, c'est un extrait un peu des analyses qu'on a faites. Je vais peut-être pas, enfin, en fonction des questions. Mais donc là, dans ce schéma-là, on avait les deux offres principales que vous devez connaître et qui s'étaient en partie autosaisines, celle de Zplug. Et un des éléments d'analyse, alors à la fois il y avait sur cette approche la raison pour laquelle on l'a pas poussé, c'est que elles ont clairement pour intérêt les deux offres de facile à faire voter parce que quelque part il n'y a aucun investissement autour de donc quand il faut demander à des copropriétaires est-ce que vous êtes prêts à avoir des appels de fonds pour une somme globale qui je vous le dirai tout à l'heure, est assez importante. C'est bien entendu, si c'est pas bien préparé, c'est très difficile. Et puis c'est une offre toute packagée qui l'une et l'autre qui ont la capacité de croître dans le temps, mais avec une forme d'inconnu sur comment ça se passe dans le temps, et puis une forme d'inconnu s'il y a insatisfaction en cours de route, même si bien entendu, ils ont raison, on peut choisir plusieurs en parallèle. Ce qu'on voulait pas, c'est avoir de multiples fournisseurs pour l'IRVE et des câbles qui courent dans tous les sens dans nos sous-sols. Donc c'est clairement quelque chose, pour cette raison en partie, on a écarté. Et l'autre partie, clairement, c'est qu'à l'usage, même si c'est très attractif au moment de prendre la décision de l'investissement initial pour l'infrastructure, pour la copro, à l'usage, si on regarde en détail, c'est absolument pas motivant pour s'équiper, à part s'il faut, voilà, pour les velléités de s'équiper en électrique, mais en coût d'usage, on est du même ordre de grandeur qu'un véhicule thermique, voire bien plus cher pour certaines de leurs offres. Watt a une approche, donc ils ont eu dans les propositions qu'ils nous ont faites, il y a exactement la même chose que Zplug, c'est on paie rien, on s'occupe de rien, on est propriétaire de rien, et ils ont une autre offre, donc on a regardé également un peu plus en détail, où on paye un petit peu, on est propriétaire à terme, donc au bout de terme de la convention de 2-3 ans, et dans l'entretemps, ils se chargent de tout. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a écarté parce qu'à l'usage, ça restait un peu plus intéressant, mais pas suffisamment. Il y avait a priori donc une forme d'inconnu sur l'assurance qu'on avait qu'il prévoit une alimentation spécifique pour ça sans toucher à notre installation préexistante. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas poursuivi outre mesure, mais se sont montrés l'un et l'autre, enfin il faut le signaler, hein, c'est propre à notre situation, très efficace, réactif et répondant aux questions et challenges. Autre point à noter, si je dois un petit retour de feedback, Watt est venu sur place se rendre compte et faire une proposition détaillée spécifique à notre configuration. Sur l'approche plus en bus ou web, donc je ne vais pas vous redétailler ça, je suis sûr que vous l'avez vu avant. Le seul donc ça c'était une approche qui nous semblait intéressante, notamment parce que je vous ai dit, même si on a 226 lots, c'est clair que alors une bonne part des véhicules dans nos garages ne bougent pas. C'est le cas du mien, je pense que ma voiture n'a pas bougé depuis plus d'un mois maintenant.
Donc plutôt que de prévoir une puissance et une alimentation individuelle pour autant des lots, voir s'il y a une façon d'équilibrer un peu mieux, un peu plus intelligente. Donc cette approche semblait intéressante. C'est celle que promeut Engie. Le souci qu'on a eu, c'est que au moment où on les a consultés, leur offre n'est pas mûre. Ils passent ils n'étaient pas mûrs, ça a peut-être évolué depuis. Ils passent pour la prospection par un sous-traitant, un consultant sous-traitant. Ils en ont changé visiblement à l'automne. Le nouveau avec lequel on a eu une interaction en octobre-novembre manquait de répondants au niveau d'Engie. Donc, en fait, ils n'ont pas été en mesure de nous répondre au-delà de la philosophie de leur approche et des intérêts, mais pas en mesure de se positionner. Donc, c'est quelque chose sur lequel, finalement, on n'a pas été plus loin, mais c'était quelque chose qui aurait pu faire sens dans notre situation. Donc, la dernière, qui est celle qu'on a, du coup, effectivement retenue, donc, c'est la mise en place d'une infrastructure dédiée par Enedis. Donc ça, l'approche historique, c'est faut être patient, faut être persévérant. Alors à la fois, on a eu un début d'approche par un des prestataires qui est venu sur place, qui travaille en partenariat avec Enedis, qui est Dead My Plug, la résidence avec laquelle M. Prévan nous a mis en relation, à sélectionner, à choisir. Et puis on est passé par le circuit traditionnel d'Enedis. Donc c'est du formulaire au début. Pendant la période de Covid, c'était impossible d'avoir un retour ou un échange humain. Et puis ça c'est le process normal. Ça s'est débloqué au bout d'un mois, un mois et demi, je pense, et on y a eu un échange, quelqu'un qui est venu sur place avec un sous-traitant qui fait tout l'audit spécifique. Et qui a confirmé le devis initial estimatif qu'on avait eu et qu'on a soumis en AG, et qui nous a fait une analyse. On attend le fin du fin là pour la fin de ce mois sur l'approche qui a été proposée. Donc l'intérêt clairement de cette approche, c'est certes ça nous fait un investissement important, même s'il est à 40% pris en charge par Enedis pour une part, mais c'est quelque chose qui dans la durée nous semble un investissement pertinent et pérenne pour la copro, qui bénéficie encore de pas mal d'aides. C'est la raison pour laquelle on voulait aussi prendre cette décision rapidement. C'est qu'on est encore dans le timing pour pouvoir avoir les aides assez importantes qui sont possibles. Et à l'usage, à la fois, ça laisse une très grande liberté pour chacun des propriétaires des lots du choix de s'équiper in fine ou pas, de son fournisseur en électricité, de son choix de borne. Et pour un droit à l'usage, un coût à l'usage que j'ai rappelé là, estimé brièvement, qui fait que ça reste très motivant au-delà de ce petit investissement initial de basculer sur un véhicule électrique. Voilà, donc ça c'est le projet qu'on a soumis en AG. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, donc après la venue du responsable sectoriel d'Enedis dans nos locaux, donc qui a fait déjà un état des lieux de leur installation préexistante je vous ai dit qu'on avait un local à Enedis avec un transformateur. Ils ont détecté que ça valait la peine, et quelque part c'est aussi du coup intéressant d'installer un transformateur supplémentaire, mais à la fois c'est un investissement qui prennent encore une fois en partie en charge, mais avec peu de frais d'ingénierie civile, puisque c'est chez nous, donc il n'y a pas de tranchée dans la rue à faire, c'est immédiat, et ça nous assure qu'au moins pour ça, on aura une installation qui est d'ores et déjà prévue pour être en mesure d'alimenter toute la puissance qui serait nécessaire dans l'installation dans les sous-sols. Donc bon, ils ont vu clairement la possibilité. Il y a bien sûr des petits challenges, mais ça a été assez vite fait. Et là, on est plutôt dans les choses se sont accélérées. Pour revenir en termes de chiffres, et je terminerai ma question. Donc on a un budget estimatif qui nous a été fait de 55 000 € avant toute. Donc ça, c'est déduction faite des 40% de pris en charge par Enedis. Mais
déduction faite des 19 000, non, sans déduction aucune des subventions ou autres qui ont été mentionnées, donc des 15 000 euros. Donc là, vu la taille de notre copro et de notre projet, on atteint le plafond des 15 000 euros sur l'aide à devenir 3 000 et des 4 000 euros de la ville de Paris auxquels on prétend. Entre-temps, ça a été réestimé après leur venue. Aujourd'hui, on est plutôt à quelque chose qui pourrait être de l'ordre de 40 à 45 000. Et ça devrait encore un peu baisser. On est dans les discussions de détails. Donc tout ça pour vous donner un ordre de grandeur et fixer les idées. On devrait arriver du coup dans notre résidence, déduction faite, donc de la part prise en charge par Enedis, déduction faite des aides qu'on espère bien avoir des 15 000 plus 4 000 euros. Ça ferait un prix à la place pour la part IRVE de l'ordre de 100 à 125 euros. Donc fois 226, ça vous donne le montant. Donc ça, c'est hors prix de la borne proprement dite et hors prix du compteur Enedis, donc qui est, ça je pense que vous avez dû le présenter avant mon intervention, pour les détenteurs des lots de parking ou de box qui veulent faire installer le compteur en même temps que l'installation de l'infrastructure, c'est de l'ordre de 200 euros. Pour ceux qui voudront le faire a posteriori, la préinstallation est prévue, ça sera de l'ordre de 700 euros. Donc l'un dans l'autre, la partie IRVE, c'est en cours et on sera un investissement qui net devrait être de l'ordre de 100 à 125 euros. La part compteur, pour ceux qui le voudront, donc ça c'est tous les propriétaires de l'eau qui le payent et qui ont accepté, on est à 99% d'acceptation à la dernière AG. La part du compteur elle sera de l'ordre de 200 euros et la borne déduction faite des aides et réductions d'impôts qui sont permises, ça dépendra beaucoup du modèle que chacun choisira et quand il le choisira, mais on est sur quelque chose qui peut être entre quelques centaines d'euros et 1000, 1500 dans certains cas. Mais chacun étant détenteur ensuite de son installation est libre des offres de fournisseurs d'électricité, chacun restera indépendant, mais on est sûr que voilà, si demain on a 100% qui veut s'équiper, ce qui ne sera pas le cas, mais on a cette forme d'inconnu, ça sera possible, la puissance installée le sera, sans mettre en péril notre installation. Voilà. Donc, je vais peut-être arrêter là la part de présentation. Donc juste oui, pour finir sur le timing et par rapport à ce qui est présenté là. Donc là j'ai eu fin décembre. Donc là on est dans la période où on attend le délai de recours possible des 2 mois. On est en discussion entre-temps avec Enedis et son conseil pour finaliser les devis et autres. Et on lancera à partir du mois de mars la contractualisation et les demandes d'aide à ce moment-là. Ce dont ils nous ont prévenu, c'est que sans doute voilà, le temps nécessaire à ce que tout soit mis en œuvre, ça pourrait vouloir dire une mise en fonction soit à l'été, soit au tout début de l'automne. Donc ça fait l'un dans l'autre depuis le début de la consultation et le temps de le passer en AG, c'est à peu près 1 an. Très bien, merci Monsieur Bourissou pour ces éléments. S'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions spécifiquement à Monsieur Bourissou, je vous invite à écrire votre question dans l'onglet questions et réponses. Sinon, on reprendra quelques questions qui existent déjà, sachant qu'il y en a quand même quelques-unes qui se recoupent. En attendant, il y en a beaucoup qui sont sur le coût de l'étude pour le choix de la procédure d'installation. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de retours sur ce point, mais peut-être que Guillaume Privat. Alors sur le coup, juste au moins vous excusez-moi, pardon, je veux pas, mais Oui, juste allez-y. dans la consultation, on a eu quelques-uns et ça a été une des mauvaises surprises, par exemple EDF, où la première réponse c'est on va déjà vous vendre une étude, une expertise pour vous aider à affiner votre projet. Pourquoi pas, ça aurait pu être le cas et donc c'est bien d'avoir cette proposition.
mais sans même d'ailleurs nous renvoyer vers la filiale qui est plus en charge de ça, Isivia, pour ces projets. Et on a 2-3 autres opérateurs voilà, qui nous proposent une préétude ou une étude accompagnée de l'ordre de quelques milliers d'euros. Voilà, c'est un petit retour d'expérience que je voulais vous faire parce que c'était une petite déception de certains et dans certains cas, ça fait besoin parce que c'est pas si simple dans tous les cas à mener comme conduite. Mais voilà. Mais le reste, toutes les études ou les propositions qu'on a eues ont été faites gracieusement. Après, on avait déjà les idées un peu claires sur les différentes solutions possibles, ce qu'on voulait, pouvait faire, et puis on avait voilà, la capacité, nous, de faire notre analyse ou notre simulation et de conforter notre argumentaire pour notre résidence. Très bien, bah, merci pour ce retour d'expérience. Je me permets de compléter sur le. Il y a déjà eu des questions là sur le coût d'une telle étude donc préalable. Donc, on n'a malheureusement pas eu beaucoup de retours d'expérience à ce sujet, mais on est aux alentours d'un coût qui débuterait vers 2000 euros, 2000 à 2500 euros hors taxe. Donc voilà. Donc après, ça dépend. C'était pour des copropriétés assez importantes. Donc ça dépend bien sûr des bureaux d'études, de la copro, de beaucoup de paramètres. Alors, ben, justement, nous avons des questions pour Monsieur Bourissot. Alors là, Alors, je vois toutes les études. Ouais. L'opérateur, donc c'est Enedis. On n'est pas. Alors, Deb McClair, honnêtement, c'est le dirigeant qui est venu. Il est venu chez nous et c'était donc très, très, très bien. Et en fait, on n'est pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. En fait, Enedis assure l'essentiel des travaux. Il y a certains qui disent ne pas faire. Donc, c'est s'il y a besoin d'une mise à la terre spécifique. Donc là, on attend la réponse, la confirmation d'Enedis ou pas dans son étude définitive. Et puis, dans les percements qu'il y a à faire, au-delà d'une certaine taille de trou, si je peux me permettre, Enedis ne les assure plus. Et donc, c'est là qu'il faut un autre intervenant agréé, ce qui est MyPlug, donc qui rompu. Et au-delà de ça, ils font de l'installation de bornes et ils aident dans la préparation du dossier. Donc, effectivement, on était parti pour travailler d'abord avec MyPlug et qui servait d'interface avec Enedis. La relation directe qu'on a ici avec Enedis nous fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas au clair s'il va falloir qu'on fasse appel ou pas à DymaPlug. S'il nous faut un prestataire complémentaire pour ce qu'Enedis n'assure pas, très certainement on fera appel à eux parce que ça a été très satisfaisant, mais c'est la confirmation, est-ce qu'on en a ou pas besoin. La puissance max, on n'en impose pas. Derrière, ce que tous nous ont dit, et par rapport aux besoins classiques, la plupart seront des 7,4 kW, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, la plupart des voitures dorment, voire très longtemps dans le garage. La plupart des usages, c'est à la journée et elles reviennent. Donc, le temps de charge d'une nuit est suffisante. En termes de coût d'abonnement électrique, de bornes de recharge, c'est le cas. Peut-être qu'on en aura des plus puissantes. On a déjà des copropriétaires qui ont des Tesla, par exemple. Pour l'instant, ils se chargent. On a des bornes de recharge publique de la ville de Paris au pied de notre immeuble qui sont utilisées soit par des taxis ou donc en attendant qu'on soit équipé. Donc, c'est possible qu'on en ait quelques-unes de plus puissantes. Mais en général, il n'y a pas vraiment besoin de bornes de charge rapide pour une installation en copro. Et dernier point, c'est l'installation qu'on a choisie permet, le jour où ça sera possible, d'avoir ou de tester une approche finalement que nos voitures servent de stockage d'énergie, donc que ça puisse marcher dans l'autre sens. Donc que les voitures chargées, si elles ne servent pas, puissent quelque part les propriétaires revendre leur électricité au moment des besoins de pointe et le fait de faire appel à Enedis, c'est une installation qui le permet. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas opérationnel, c'est en test. On a échangé avec eux, avec quelques copropriétés, je crois, ou installations en Aquitaine, mais ça fait partie des choses. Le jour où c'est possible, quelque part, la configuration et l'usage des voitures dans notre copro le rendrait possible.
Les lots centraux. Alors, on a quasiment que des lots centraux. Non, on a toujours soit en bord de place, on a toujours soit un mur, soit un poteau. Donc, on a fait le tour effectivement des places. Donc, l'installation du compteur et de la borne, chaque lot a soit un mur, soit un poteau. Et le pilotage pour advenir, ça, M. Privat, vous saurez sans doute mieux répondre. Je n'ai pas l'élément, mais l'installation qu'on a choisie le rend compatible. C'est pas. Il y a une question sur est-ce qu'on à quel titre l'installation vers laquelle on s'oriente inclut une dimension de pilotage de puissance et donc rend bien éligible à l'évolution récente qu'il y a eu sur l'aide à devenir, ça c'est sûr. Oui, enfin, en complément, effectivement, il y a un cahier des charges à respecter et enfin, en tout cas, il y a une liste d'entreprises en fait, les entreprises doivent demander à Advenir d'être, le terme m'échappe, mais d'être éligibles pour distribuer l'aide. Et donc, ils s'engagent à ce que leur infrastructure corresponde au cahier des charges du programme à venir. Et donc, notamment le pilotage énergétique qui serait possible dans les infrastructures installées. Il y a une question qui me semble intéressante sur les sécurités incendie. N'avez-vous pas eu à réfléchir à l'installation ou la modification de votre installation de sécurité incendie? Est-ce qu'il y a eu un besoin de sprinklage en plus ou pas? Non, on n'a pas non, ça nous a pas été identifié. On a, vu la taille du parking, on a un ensemble d'extincteurs pro et puis de porte-coupe-feu au milieu des espaces, donc qui est d'ailleurs un sujet pour passer au travers, dans les parois. Mais il n'y a pas non, ça n'a pas été un sujet pointé par aucune des personnes, tous les intervenants qui sont venus in situ. Je vous ai dit qu'on a eu un certain nombre de réponses, dont Watt, DeadMyPlug et Nedis et son cabinet d'audit et d'expertise qui est venu avec eux pour faire l'analyse de la configuration, et aucun n'a pointé un sujet dans notre installation sur ce registre. Alors, pardon, je regarde en même temps les. Allez-y, je vous laisse faire le choix questions. Il y avait des questions sur la mise à la terre, vous avez répondu. Ouais. Y a-t-il une plus-value pour un parking équipé d'une borne de recharge? Alors après, ça c'est donc, ça c'est plutôt ce qu'on lit. Alors on peut considérer ça comme de l'argumentaire pro domo, mais en général, ce qui est lu et ce qu'on a regardé, mais il n'y a rien qui l'atteste, le fait qu'une borne, à partir du moment où une place est équipée, on a une plus-value de l'ordre de 10% sur le prix de la vente à la place. C'est possible. Après, dans notre résidence, voilà, comme elle est sécurisée, c'est en sous-sol, c'est fermé. En général, les places de parking, donc sans Z-Box, sont de l'ordre de 15 à 20 000 euros. Il y a pas mal de demandes, et dès qu'il y en a une qui est sollicitée, qui est mise en vente, elle ne durera jamais sur le marché. Est-ce que ça aura un impact? À partir du moment où c'est fait et c'est en plus à des coûts à l'usage aussi faibles, oui, assurément, sans doute, ça en aura une. Vous garantir que ça sera ce qu'on lit, de quelque chose de l'ordre de 10%, j'en sais rien. Oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est un peu difficile d'estimer. Après, encore une fois, là, finalement, c'est un budget voté. Donc, c'est un point à garder en tête, retour d'expérience, c'est qu'on fait voter, bien sûr, en AG, le budget max
Et donc, on a mandat au CS, et je vous disais déjà l'évolution qu'on a depuis le vote, et sans déduire, bien entendu, les aides qu'on espère, quand bien même on a une forme d'assurance de les avoir. Donc, formellement, là, chez nous, donc c'est 55 000 € qui a été voté. Très vraisemblablement, net, on va être à 30 000. Ou à moins. Donc après, il y aura, au fur et à mesure, soit on ajustera les appels de fonds tels qu'ils ont été anticipés, mais il faut donc forcément le chiffre que vous soumettez à vos copropriétaires, si vous l'expliquez pas et que vous l'accompagnez pas bien, il peut faire réagir. Mais ça s'explique, et encore une fois, ça revient à la question de la plus-value. On parle d'un investissement par lot de 100 à 125 € net. Donc voilà, et c'est pour ça que voilà la bonne explication qu'on a eue, et je mentionne d'ailleurs, on n'a pas pu, en termes, c'est pas forcément le plus facile pour argumenter. Notre AG s'est tenu comme on est en train de la faire là à distance. Donc on n'a pas eu de possibilité de présenter ou de faire présenter ou d'argumentaire en présence physique, mais on l'a fait comme on est en train de le faire, et on a 99% de votes favorables pour une somme. Il y a un appel de fonds qui ne sont pas négligeables. Ok. Peut-être une dernière question. Dans le cas que vous avez de votre copropriété, est-ce que l'on peut lier les abonnements au logement et celui qui sera attribué au stationnement? Alors, je sais plus, c'est certain. Alors ça, la question, c'est le fournisseur d'électricité. Donc là, vous avez libre choix de tous ceux qui existent, et certains, effectivement, font des offres soit groupées, soit lisent quelque part l'abonnement. Si vous avez je sais plus les puissances que vous avez dans votre logement, du 3.6 ou du 6 dans votre logement, et du 7.4, éventuellement, peuvent avoir une approche lissée ou faire un abonnement mutualisé avec des avantages particuliers et autres. Ça, je vous avoue, on n'a pas regardé encore. Là, voilà, on est confiant que justement il y aura un libre choix, et chacun regardera individuellement. On fera une analyse au niveau du conseil syndical qu'on partagera avec le reste des copropriétaires. Mais c'est une des raisons pour lesquelles le coût à l'usage que je vous annonçais de 3 € tous les 100 km, c'est au prix standard de l'électricité, hors prix réduit, notamment dans l'utilisation de nuit, qui sera l'essentiel de l'utilisation qu'on aura, j'en suis sûr, pour la charge dans notre résidence. Donc. Oui, et c'est un des intérêts, mais vous avez raison, c'est une bonne question, c'est un des intérêts de se garder le libre choix du fournisseur d'électricité, c'est que voilà, ça vous permet d'avoir des marges de négociation, de discussion, et peut-être qu'on fera des demandes de souscription en lot pour ceux qui le souhaitent dans la copro, je ne sais pas. Très bien. Je pense qu'on a déjà répondu à beaucoup de questions. Comme je vous ai précisé, vous allez avoir donc les PowerPoint dans le cadre du lien que j'ai mis dans la discussion, donc notamment les éléments qui ont été présentés par M. Bourissou ainsi que par Guillaume Privat. Je vous invite également à vous inscrire sur la plateforme Coach CoPro si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé, donc que ce soit voir dans quel cadre vous pourriez lancer une réflexion, ou si vous êtes déjà avancé pour un soutien sur les étapes suivantes. Également, vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet le guide grand public et l'étude pour avoir plus de détails sur tout ce qui a été dit là par M. Privat. Donc, je vous remercie, M. Bourissou, pour votre témoignage qui a été beaucoup apprécié. Je suis désolé du retard, mais j'ai réussi à insérer ça entre deux réunions par ailleurs. Il n'y a pas de souci, ça c'est bien fait, et merci Guillaume également pour ton explication. Donc je vous remercie à tous, et puis je vous invite à vous rapprocher de la plateforme Coach CoPro pour plus d'informations. Bon après-midi, au revoir. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci, bon après-midi.